plaisir est pour moi. C'est toujours un bonheur d'enseigner. Alors, il vaut mieux le faire avec le plaisir. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance qui n'étaient pas là la dernière fois? Est-ce qu'il y en a qui peuvent nous dire? Et je vais aussi demander aux gens de se mettre sur mute, parce que sinon... Oui, voilà. Alors dans la boîte à chat, Katie, tu es toute nouvelle, hein? Bon, alors, c'est parce que j'ai commencé la dernière fois, c'est ma deuxième présence à faire ceci. Je dois vous avouer que la première fois, j'avais fait des questions. Je ne referai pas celle-là ce soir. J'en ai choisi parmi les autres. En fait, j'ai choisi parmi les questions que vous pouvez trouver sur le test de pratique que j'ai regardé, que j'ai étudié et que je me suis posé la question comment je devrais vous la présenter pour vous la rendre plus évidente et plus facile. Je ne connais pas vos bagages, vos bagages mathématiques, alors j'enseigne pour ce que je crois être le mieux. C'est peut-être pas la méthode que vous auriez prise, peut-être, mais si la vôtre, elle est bonne et elle fonctionne bien et que vous la comprenez, allez-y, gardez-la. Moi, je vous en propose une autre, mais c'est pour ceux à qui ça fait l'affaire. Alors, la dernière fois, j'avais commencé par deux petites explications. Je vais reprendre parce que je trouve ça important. On va réutiliser ça durant la session. Alors, c'est des petites notions parfois qu'on oublie avec le temps. Premièrement, quand on a une fraction, en fait, une fraction, c'est composé de deux parties, mais en réalité, ça représente une opération mathématique. Et l'opération que ça représente, c'est 5 divisé par 7. Alors, si vous devez transformer une fraction en nombre décimal, bien, vous faites 5 divisé par 7 et ça va vous donner la réponse la valeur équivalente sous une autre forme. Alors ça, c'est une fraction, mais c'est une division. Alors souvent, les gens ne voient pas ça comme ça, mais c'est ce que ça représente. L'autre petite notion, c'est un pourcentage. Les gens, en général, ont beaucoup de difficulté à comprendre la portée du pourcentage, mais ici, ce que je veux surtout vous montrer, c'est ces équivalences. Alors, si dans une foire, il y a 65% des personnes présentes qui sont des femmes, on pourrait dire aussi qu'il y a 65 sur 100 personnes qui sont des femmes. Alors, vous pensez à une note de résultat scolaire, 65%, ça peut être écrit 65 sur 100. Et à la lueur de ce que je viens de vous dire que une fraction, c'est aussi une opération. Alors, on peut faire 65 divisé par 100 et obtenir le nombre décimal qui lui est équivalent. Alors, ce n'est pas une grosse notion, mais de la savoir et de bien la comprendre, ça peut vous aider dans d'autres exercices pour arriver au résultat escompté. Alors, c'est une transformation simple. OK? Avant que j'aille plus loin, est-ce que vous avez des questions? Alors, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. OK? Joanne, oui. Juste pour que tu saches, il y a un intérêt sur les questions de 23 et 26. 23 et 26. Alors, allons-y pour 23 et 26. Voilà. Ça fait plaisir. Merci. 23 et 26. Alors, la question 23. On vous donne une liste et on vous demande laquelle est en ordre croissant. Bien, quand j'enseignais ça, je disais à mes élèves qui étaient des adolescents qu'eux étaient en période de croissance, alors ils grandissaient. Et quand je leur disais, ben, à l'âge où moi je suis rendue, je suis après décroître, je rapetisse. Alors, je suis partie de grande pour devenir petite, décroissant, croissant, petit, en grandissant, en allant vers le plus gros.
c'est fou, mais c'est juste, ça donne du vocabulaire à nos élèves. Ça vaut la peine des fois de leur accrocher comme ça des images aux mots, ici mathématiques, mais aux mots qu'on utilise tous les jours. Alors, dans ces exemples-là, dans les choix multiples, ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a des 3 partout. Tous les numérateurs sont des 3. Parce que tous les numérateurs sont des 3, c'est ça. Ah, c'est pas ça la question 23, hein? Là, je te préfère 24, ça se peut-tu? Je pense que oui. C'est parce que 23, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Vous ne voyez pas, mais c'est parce que j'ai toutes mes questions d'accrocher. Tu sais quoi, Joanne? Continue avec 24. Continue avec 24. C'est question numéro 23. Je vais faire 23 après, d'accord? OK, on va continuer avec 24 et puis on va faire 23. OK. Alors ça, c'est 24. Excusez-moi. Alors, parce que ce sont tous des 3, pour pouvoir les comparer, il va falloir qu'on s'attarde au dénominateur parce que c'est ça qui varie, c'est ça qui change dans la question, les numérateurs. Bien, quand vous avez une fraction, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on aimerait croire. Quand on a un gros dénominateur, c'est que c'est une petite fraction parce que on a divisé l'entier, hein, on a divisé quelque chose en 100 morceaux et on n'en a pris qu'un seul. Tandis que si on avait pris une entité et on l'avait divisée en 2 morceaux et qu'on en avait pris un seul de ces 2 morceaux-là, bien, un des 2 morceaux serait beaucoup plus gros que un des 100 petits morceaux qu'il y a ici. Donc, plus le dénominateur est gros, plus la fraction est petite. Alors, si vous regardez dans les choix de réponse de la question 24, vous avez 3 sur 7, je vais les réécrire, 3 sur 14, 3 sur 10 et 3 sur 20. Déjà, on peut éliminer cette réponse-là parce qu'il n'y a pas de logique au niveau du dénominateur. Il n'y a ni croissance, mais en fait, on nous laisse croire peut-être qu'il y a une croissance, mais à cause du 10 qui n'est pas dans le bon ordre, cette réponse-là est complètement illogique. Alors, on l'élimine. La deuxième réponse, en fait, si vous permettez, encore là, voilà. Alors, c'est 14, 7, 10 et puis c'est 20. Encore une fois, 14 est plus gros que 7. Après ça, ça recommence à augmenter. Il n'y a pas non plus un ordre logique. Alors, ça aussi, c'est à éliminer. On ne peut pas dire que c'est ni croissant ni décroissant. L'ordre est tout simplement pas le bon. Si on passe à la suivante, on a 3 sur 20, 3 sur 14, 3 sur 10 et 3 sur 7. Ah, ici, c'est logique. Elle est bonne. Elle est bonne. Mais là, on veut que ce soit croissant. Alors, croissant, ce qu'on va vérifier, sur 20, ça va être beaucoup plus petit que sur 7. Donc, on part de petit vers quelque chose qui est gros, qui est plus gros, en fait. Donc, c'est vraiment croissant. Alors, c'est la bonne réponse. La dernière réponse, je crois qu'elle est inversée. Alors, on commence du plus gros vers le plus petit. Alors, celui-là est décroissant. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, ça va très bien, merci. J'ai une question, madame, s'il vous plaît. Oui, je ne sais pas, je m'appelle Nawal. Je ne sais pas, moi, j'ai une stratégie un peu spéciale par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est correct. Moi, quand il me demande de mettre en ordre croissant, ce que je fais, c'est le contraire. Décroissant, après, je fais Vous l'inversez. Toujours le contraire. Par exemple, ici, il me donne, par exemple, plusieurs fractions, plusieurs séries de fractions. Moi, je vais bien sûr voir celle qui est en ordre décroissant. C'est le contraire. Ben, en fait, ça n'a pas d'importance comment vous l'appliquez. D'abord, que vous assurez de répondre à ce qui est demandé. Si vous comprenez bien lequel est le plus gros, laquelle est la plus grosse, laquelle est la plus petite, ça n'a pas vraiment d'importance. Oui, c'est ça. Par exemple, excusez-moi, par exemple, ici, le dénominateur, ici, 20, 14, 17. Ça, j'ai l'impression que je suis en train de descendre, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, 20, 14, 10, 7. Je suis en train de descendre. Donc, c'est ça, ce que je fais toujours, c'est le contraire de croissant. Oui. Donc, alors, vous voulez vous arranger pour qu'ici, ce soit décroissant parce que vous savez que ça va vouloir dire que c'est croissant. Oui. On l'aborde. Vous savez, c'est un petit peu comme les symboles de plus grand ou plus petit.
J'ai vu tellement de gens expliquer ces symboles-là de façon différente. Il y a tellement de... D'abord que vous le comprenez, de votre façon à vous, il n'y a aucun problème. D'abord que vous avez la bonne réponse. Ça va? Mais c'est vrai que c'est logique, c'est comme une contradiction qui est à quelque part logique. Hein? Pas de problème. Madame, alors, s'il vous plaît, madame. Oui. La question 23, ça parle de dépliants et des personnels pour livrer les dépliants. Oui, c'est un graphique, je pense, hein? Oui, c'est ça. Oui, je l'avais fait. Voyez-vous, je l'avais fait en grand. C'est pour ça. Je vais l'accrocher au tableau. Quoi ça? Et s'il vous plaît, si vous pouvez expliquer comment penser la stratégie, parce que j'ai pas arrivé à commencer le raisonnement. OK, alors allons-y. Alors, premièrement, la question. Excusez-moi, madame, avant de commencer, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible d'augmenter un petit peu donc la caméra parce qu'on ne voit pas bien. Oh, oui. Oh mon Dieu, alors vous voudriez que je vous approche. Mais c'est parce que si je vous approche, je ne suis pas certaine vu que ça prend pas mal tout l'écran déjà. Oui, mais si vous regardez, l'avez-vous devant vous, le graphique? Non? Mais je vais vous l'expliquer, vous devriez comprendre. OK? Alors, ce qu'on vous demande, c'est qu'on vous demande ici, ce numéro-là, de trouver, en fait, on vous demande, attendez, que je lise bien comme il faut sur mon, oh là là, qu'est-ce qu'on vous demande? Dans lequel des magasins, c'est le magasin W, la réponse. Attendez, je ne l'ai même pas la question devant moi. 23, je vais aller la chercher, excusez-moi, ça ne sera pas très long. OK. Bon, alors, 4 magasins embauchent du personnel pour livrer des dépliants. Chaque magasin offre un salaire différent par dépliant livré. Les points sur ce graphique, c'est ce que ça représente. On demande quel magasin offre 45 $. Alors, quel magasin offre 45 $ pour 450 dépliants? OK? Alors, si vous regardez comme il faut, à l'horizontale, c'est écrit le nombre de dépliants, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et à la verticale, c'est écrit le salaire. On nous demande laquelle de ces compagnies-là offre 45 $ pour 450 dépliants. Or, 450 dépliants, c'est ici. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que ce n'est pas directement dans le graphique. Ce que vous avez dans le graphique, vous avez des relations entre un nombre de dépliants et un prix. Alors, pour pouvoir les comparer, ce qu'on va vous suggérer, c'est de trouver le prix pour un dépliant. Le prix pour un dépliant pour chacune de ces 4 compagnies-là. Et quand vous saurez le prix pour un dépliant, vous le multipliez par 450 pour voir si vous arrivez à la réponse 45. Je ne sais pas si ça vous va. Alors, par exemple, si on prend la compagnie Z, la compagnie Z a vendu 600 dépliants et les 600 dépliants, si on va ici au bout de la ligne, elle a vendu ça pour 65 $. Alors, si on veut savoir combien ça fait de prix pour un seul dépliant, bien, on va faire le 65 $ divisé par le 600 dépliants et ça va nous dire combien ça coûte pour un seul dépliant. Et ça vous donne, si vous permettez, j'ai fait le calcul ici, vous avez droit à votre calculatrice pour faire ça, environ 0,1085. Ça, c'est le prix d'un seul dépliant. Et vous faites ça pour les 3 autres aussi. C'est-à-dire, on prend pour la compagnie Y, à cet endroit ici, c'est 450. Donc, on a 450 dépliants. 450 dépliants. Et si je vais au bout de la ligne ici, c'était 30 $. Alors, 30 $ divisé par 450
dépliants, ça donne environ 0,0 et ce sont tous des 6 par la suite. C'est le prix pour un dépliant. Je recommence pour W. Alors, pour W, la compagnie W, ici, c'est 150 dépliants pour lesquels on a déboursé 15 $. Alors, 15 divisé par 150, ça va vous donner ici 0,1. Vous le faites pour l'autre aussi. Alors, il faut toujours descendre en ligne droite pour savoir le nombre de dépliants, ligne verticale, et horizontale pour savoir le prix. Et une fois que vous avez ça, vous multipliez par 450 parce que dans la question, on voulait savoir lequel allait coûter 45 $. Évidemment, c'est celui-ci qui va vous donner 45 $. Est-ce que ça, c'est clair? Donc, oui, on cherche le prix unitaire. Oui, vous cherchez ça. Le prix unitaire pour chaque magasin. Et après, une fois on a trouvé le prix unitaire, on va le multiplier par 450 dépliants. Oui. Les dépliants, c'est ça. OK. Oui, parce qu'eux, ils veulent savoir le prix pour 450. Si vous avez mis, on veut le prix pour 1000, vous les auriez tous multipliés par 1000. Très bien, très bien. Alors, le prix unitaire, souvent, ça règle beaucoup de problèmes. OK, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît, madame. Question numéro 26. Oui, j'y arrive. Pour ça, ça va? Oui, ça va très bien, merci. Alors, la question 26. Alors, dans un sac, excusez-moi, je vais effacer ici. Alors, dans un sac, il y a au total, excusez ça, c'est écrit. On va en prendre un autre. Alors, dans un sac, au total, nous avons 170 billes. Ça, c'est le total. OK? On a des rouges, on en a des bleus, et on en a des jaunes. Mathématiquement parlant, ici, quand on vous donne un rapport, il faut faire bien attention à l'ordre. Alors, on vous dit vraiment dans ce problème-là, dans cet ordre-là, rouge, bleu, jaune, et le rapport qu'on vous donne, c'est 9 par rapport à 3 par rapport à 5. C'est vraiment un rapport. C'est comme si vous achetiez un billet de loterie avec vos amis, puis vous n'avez pas tous le même montant. Bien, il y a quelqu'un qui met 9 $, l'autre en met 3 et la dernière personne en met 5. Alors, quand vient le temps de gagner le gros lot, il faut se répartir le montant en fonction de ce que chacun, la part de chacun. C'est un peu le principe du rapport. Et dans ce problème-là, on vous dit qu'au total, bien, évidemment, on sait que ça, c'est le rapport, si vous permettez. Mais on cherche un nombre de billes. Le nombre de billes. Alors, on veut savoir le nombre de billes, le nombre de billes jaunes. Alors, si ici, c'est le rapport et ça, c'est le nombre de billes, bien, je vais ajouter une dernière colonne que je vais l'appeler total. Je sais que le total des billes, c'est 170. Et je sais que je cherche le nombre de billes jaunes. Voyez-vous? Alors, si dans cette colonne-là, j'ai le total de mes billes, bien ici, je vais mettre le total des rapports. 9 plus 3 plus 5. Alors, 9 plus 3 plus 5, c'est 17. Alors, étant donné les nombres, on peut deviner assez facilement le nombre qui va là. Mais je vais vous montrer comment on peut le deviner, mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire si ça n'avait pas été un nombre aussi facile. Parce que si ici, on a multiplié par 10, bien là aussi, pour être logique, il faut multiplier par 10. Alors, en principe, il y a 50 billes jaunes. OK? Si on n'avait pas eu 17, si on n'avait pas su par quoi multiplier, on aurait fait en mathématiques ce qu'on appelle une proportion, c'est-à-dire 5 sur x est égal à 17 sur 170. Vous avez déjà dû voir ça. Ça s'appelle une proportion. Et dans une proportion, le produit des extrêmes est égal ici au produit des moyens, c'est-à-dire 5 fois 170 est égal à 17 fois x.
Et nous, si on cherche X, on va diviser par 17 des deux côtés, ce qui va nous donner la réponse qu'on a trouvée tantôt si vous le faites avec votre calculatrice. Alors, comme je vous répète, parce qu'ici, c'était des nombres faciles, hein, on pouvait voir que ça avait été multiplié par 10, on fait là, ou ça, c'est le calcul, la logique à faire pour arriver au résultat. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, madame, c'est l'idée de chercher le total des rapports que... Oui. Oui, on ajoute une colonne, puis on reste logique. Les rapports et les billes. OK, merci. Merci. Ça fait plaisir. Ça va? OK. Alors, je ne sais pas si j'en avais fait, je pense que j'en avais fait un comme ça l'autre jour, mais je trouve ça aussi important. Alors, je vais faire avec vous le numéro 15. Le numéro 15. Alors, si dans une vidéo, il y a 15 niveaux, Brum a réussi 6. Alors, il a réussi 6 des 15 numéros. On vous demande quel est le pourcentage de niveaux complétés. Bien, les niveaux complétés, c'est les niveaux réussis. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire un pourcentage avec ça? Bien, on prend ce dont il est question. On cherche les niveaux complétés. Il y en a 6 et on met ça sur le total. Le total, c'est pour comparer avec tout ce qu'on avait. Alors, ce qui a été fait et le total de ce qui aurait pu être. Alors, il y a une 15 possibilités. Alors, si on fait cette division-là, on va se retrouver avec un nombre décimal. Alors, si vous le faites avec votre calculatrice, vous allez avoir 0,4. Et comment on fait pour changer ça en pourcentage? On multiplie par le seul nombre qui ne change rien, c'est 1. Mais au lieu de l'écrire sous forme de 1, on va mettre 100%. Alors, 100%, c'est égal à 1 parce que ceci, je vous le répète, c'est la même chose que 100 divisé par 100. Et 100 divisé par 100, c'est 1. Alors, si je fais ce calcul-là, le pourcentage va rester dans ma réponse finale et je vais multiplier le nombre décimal par le 100. Alors, ce qui va vous donner ici 40%. Est-ce que ça va? Alors, je répète, là, pour faire un pourcentage, on compare ce dont on nous parle avec ce qu'on avait au total au départ. Et on fait une division parce que ceci est une division et on le transforme en pourcentage en multipliant par 100%. En fait, on multiplie par 100, mais le symbole pour cent reste au niveau de la réponse. Question? Ça va? Parfait. Madame? Oui. On pouvait aussi dire que s'il réussit 15 niveaux, cela veut dire qu'il réussit 100%. Donc, 100% correspond à 15 niveaux. Et combien de pourcents va correspondre à 6 niveaux? Est-ce qu'on pourrait faire aussi la règle de 3? Oui, c'est très bon ça aussi. Oui. Il y a souvent plusieurs méthodes. C'est très, très bon. Tiens, il y en a un ici, ça va vous faire penser à celui qu'on a fait tantôt, le numéro 16. Voyez-vous, on vous dit que le prix de 12 biscuits est égal à 7,56 $ et on vous demande le prix pour 14. Quel est le prix pour 14 biscuits? Alors, logiquement, on pourrait commencer par chercher le prix unitaire, c'est-à-dire en divisant le prix par le nombre de biscuits. Alors, 7,56 $ divisé par 12, ça vous donne environ 0,63. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce symbole-là. Ce symbole-là, ça veut dire à peu près égal. Puis il y a l'autre aussi, tantôt, je l'ai utilisé avec un petit point. Ça veut dire que ça continue. Ce n'est pas un nombre fini ici. Il y a une suite de décimales qui continue. Et si ça, c'est le prix unitaire, parce qu'on a divisé par les 12 biscuits, bien, on cherche le prix pour 14. Alors, on va multiplier ça par 14, ce qui va nous donner 8,82 $. OK? Alors, le prix unitaire, c'est une méthode qu'on utilise souvent en mathématiques. OK? Question là-dessus? Moi, je suis vite, hein, pour effacer.
C'était combien le résultat, s'il vous plaît, madame? C'était 8,82. OK, merci. De rien. Alors, il y en a plusieurs comme ça parce que vous avez ça aussi au numéro 20. Il y a aussi ce genre de calcul-là à faire au numéro 20. Il y a le numéro 14 aussi dans lequel on vous dit qu'on a 40 billes et il y en a un quart qui sont rouges, il y en a 12 qui sont bleues et le reste, elles sont blanches. Alors, un quart, ça veut dire que si je prends mes 40 billes, que j'en fais 4 paquets, bien, il y a un des 4 paquets qui va être rouge. Alors, parce que c'est 40, si je divise par 4, ça veut dire que ça me fait 4 paquets de 10. Donc, il y a 10 billes rouges. Hein? Il y en a 10 billes rouges. Et on vous demandait s'il retire sans regarder une bille du sac, quelle est la probabilité d'avoir une bille blanche? Alors, les probabilités, encore là, c'est sur le total. Alors, au total, on a quoi ici? On a 40 billes. Et qu'est-ce qu'on veut qu'il tire? On veut qu'il tire une bille blanche. Oui, on veut qu'il tire une bille blanche. Alors, combien y a-t-il de possibilités de tirer une bille blanche? Bien, le reste, c'est combien? Alors, c'est le 40 moins les 10 billes rouges, moins les 12 billes bleues, ce qui va vous donner 18 billes blanches. Alors, ça va être 18 sur 40. Et si vous regardez le choix de réponse qu'il y a dans le test, on vous le donne sous forme décimale. Alors, c'est-à-dire 18 divisé par 40, hein, c'est ce que ça veut dire, ce calcul-là, vous le savez, ça donne 0,45. Donc, la probabilité est de 0,45. C'est beau? OK. Si je passe au numéro 27. Alors, au numéro 27, on vous dit, après réduction, le prix est égal à 65 du prix initial. Alors, après qu'il y ait eu une réduction, excusez, je suis après faire le numéro 27. Après une réduction, alors, le prix est 65 du prix initial. Okay? Et on vous dit laquelle des fractions représente la réduction appliquée. Alors, là, il faut que vous fassiez attention aux mots parce que quand on voit des chiffres, en tout cas, les élèves sont portés à utiliser les nombres qu'on leur donne. Mais ici, ce n'est pas le cas parce que ça, c'est un pourcentage du prix initial. Ça, c'est ce que ça coûte encore. Et ce qu'on nous demande, c'est la réduction. Alors, la réduction, c'est l'autre partie. Le prix, au départ, c'était 100 %. S'il reste 65 % du prix, bien, si vous soustrayez ça, vous allez trouver qu'on y a enlevé 35 %. C'est ça, la réduction. Donc, c'est ce 35 % que vous devez maintenant transformer en fraction. Alors, transformer en fraction, c'est 35 sur 100. Puis, rendu là, mathématiquement parlant, pour avoir une fraction la plus petite possible, il faut toujours diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors, pour rester dans les mêmes grandeurs, pour rester logique au niveau de ce que représente cette fraction-là. Alors, ici, on pourrait diviser 35 par 7, mais 100 ne se divise pas par 7. Alors, il faut choisir autre chose. Alors, ce sont des nombres qui se terminent par 5 et 0. Ça nous dit que ce sont des nombres qui se divisent par 5. Alors, si je divise par 5 au numérateur et ensuite au dénominateur, ce que je vais obtenir, 35 divisé par 5, ça fait 7. Et 100 divisé par 5, ça fait 20. Et ça, c'est une fraction réduite. Là, je vais vous dire, parce que je ne sais pas, ça, c'est dans le test, dans le pré-test, là, mais si dans le test, on vous donnait
par exemple, une réponse qui est, vous arrivez à une réponse qui est 64 sur 100 et que vous voyez bien que ça se divise par 2, ça se simplifie par 2 parce que ce sont deux nombres pairs. Alors, je divise 64 par 2 et 100 aussi. Alors, ça va me donner ici 32 sur 50. Et vous vous rendez compte que 32 sur 50, ce sont encore des nombres pairs. Vous pouvez simplifier autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de problème si vous ne voyez pas dès le départ le plus grand nombre par lequel vous auriez pu simplifier cette fraction-là. Alors, vous pouvez le faire à plusieurs reprises. Alors, si je divise encore par 2, je vais me retrouver avec 16 sur 25. Mais j'aurais pu continuer si ça avait été possible. OK? Alors, on fait juste continuer, mais toujours en gardant ici, en divisant par le même nombre au numérateur et dénominateur. Une autre chose que je vais vous dire, c'est qu'ici, vous pourriez diviser par 2, puis ici, vous pourriez diviser par 3. Ça aussi, ça peut être autre chose. Ça n'a pas besoin d'être comme ce qu'on a fait précédemment, mais ce qui est très important, c'est d'avoir le même nombre au numérateur et au dénominateur. OK? Question? D'accord. Ensuite, si on y allait avec... OK, le numéro 30. Au numéro 30, on vous parlait ici d'euros. Peut-être que entre vous, vous êtes familier avec les euros. Hein? Alors, on achète 3 peintures qui ont la même valeur. Ça, c'est très important. Et au total, on a payé pour les 3 peintures 750 €. Okay? Et on vous dit, le taux de change au moment de cet achat-là, c'était de 0,68 € qui équivalait à 1 $ canadien. On vous demande maintenant quel est le coût d'une peinture en dollars canadiens. Vous pouvez travailler avec le 750 et à la fin, diviser par 3 pour avoir le prix d'une seule peinture. En bonne enseignante de mathématiques, je disais toujours à mes élèves, essayez donc toujours de travailler avec les nombres les plus petits, les plus simples. Ça fait faire beaucoup moins d'erreurs. Donc, moi, j'aurais vraiment suggéré à mes élèves de commencer avec, excusez, manquer un S ici, avec une peinture. Alors si 3 peintures, c'est 750, une peinture va être ce nombre-là divisé par 3, ce qui va donner 250 €. Alors, c'est avec ce nombre-là que je vais continuer mon calcul. Et on va faire une équivalence. Alors, si 0,68 € équivaut à 1 $, ben 250 € va être égal à combien de dollars? Alors, on peut faire comme tantôt, c'est-à-dire ce qu'on appelle en mathématiques une proportion. Au lieu de mettre un signe, je vais mettre une variable, si vous permettez, mais vous pouvez mettre n'importe quoi, c'est ça que vous cherchez. Ça n'a aucune importance. Alors, X fois, puis je vais enlever les unités aussi. Les unités, en général, on les conserve dans les cours de sciences. Dans les cours de sciences, ils font tous leurs calculs avec les unités. En mathématiques, on ne fait pas ça. Et pour en avoir discuté souvent avec mes collègues, je crois qu'en mathématiques, c'est parce qu'on travaille beaucoup avec des lettres, hein, des variables, puis des inconnus. Alors, mettre des unités, ça pourrait vraiment porter à confusion. Alors, par exemple, un M, c'est un mètre. Alors, on préfère ne pas travailler avec les unités. Alors, on travaille seulement qu'avec les chiffres. Alors ici, je vous ai dit tantôt, on fait le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Alors, 0,68 fois le X qui est ici va être égal à 1 fois le 250. Le 1, on n'est pas obligé de le mettre, on sait ce que ça donne. Et après ça, on divise, parce qu'ici, c'est une multiplication. Pour enlever quelque chose qui se multiplie, on divise des deux côtés, ce qui va nous donner X est égal à, et je vais vous le dire, ça donne à peu près 367 et 65 sous. Et ce n'est pas une valeur exacte, c'est à peu près ceci. Ce sont des dollars canadiens. Est-ce que ça va? Excusez-moi, madame, oui.
ici le x, comment ils ont fait pour calculer le x ici? Est-ce qu'ils ont éliminé donc les 0,68 partout ou à la fin, c'est la fin? Ici? Non, avant ça, oui, c'est ça, ici. Voilà. Okay. Alors, ce qui arrive, ce que vous avez ici, c'est que je vais vous le faire, mais avec des nombres plus simples. Si j'avais 2 fois x est égal à 10, d'accord? Si j'ai 2 fois x est égal à 10, ça, c'est une multiplication. Pour enlever le 2, en mathématiques, premièrement, on le fait des deux côtés en même temps pour rester avec une égalité. Et en plus de ça, je travaille avec l'opération inverse. Donc, pour enlever un 2 qui multiplie, je vais diviser par 2 des deux côtés, ce qui annule le 2, ce qui me donne x égale 5. Et c'est bien vrai que 2 fois 5 donne 10. Alors, c'est ça que j'ai fait ici. J'ai multiplié ceux-ci ensemble, ceux-là ensemble, et j'ai divisé par le 0,68 pour conserver seulement que le x. Ça, c'est un petit truc en mathématiques. Hein? Quand on n'est pas certain, on prend des nombres simples et souvent, ça va plus nous parler, ça va plus nous guider sur ce qu'on devrait faire comme opération. C'est bon? Oui, merci. D'autres questions? D'accord. Joanne? Oui. Je m'excuse, mais je viens de regarder la même question sur le côté anglophone. OK. Et puis, ils ont eu beaucoup de mal avec parce qu'ils ont eu une confusion tout au début pour savoir si c'était 0,68 € égale $1. Est-ce que le prix d'une peinture va être plus de dollars que d'euros? Tu comprends ce que je veux dire? Le numéro de dollars va être beaucoup plus haut quand même que le prix en euros. Et ça a fait beaucoup de confusion. Ah oui, hein? Est-ce que tu peux juste réécrire 0,68 € égale $1 canadien? Et je pense que c'est assez difficile pour les gens de voir la logique là-bas, mais c'est très important parce que même si tu fais une erreur dans les calculs, vous pouvez voir avec les choix qui sont là que effectivement, la réponse doit être plus que le 250 € avec lesquels on a commencé. Oui, si on fait ça en dollars canadiens. Oui, parce qu'avec $1, on a beaucoup moins. On a seulement que 0,68 €. C'est même pas 1 €, c'est moins qu'1 €. Donc, $1, si on achète quelque chose, ça va nous coûter plus cher en dollars qu'en euros. Donc, effectivement, ça nous permet d'éliminer dans les choix multiples toutes les réponses qui sont, parce que c'était 250 €. Il faut que ce soit plus que 250 €, c'est sûr. Est-ce que c'est clair? J'espère. Pour moi, c'est clair, mais j'espère que pour les autres aussi, ils peuvent voir ça, que ça doit être effectivement que le numéro de euros, ici, tu vois, c'est 0,68. Alors, effectivement, sur l'autre côté, sur le côté de dollars, ça doit être plus que le numéro de 250. Oui, parce qu'on nous disait que ça allait coûter 250 €. Ici, il faut que ce soit plus que ça. Yeah. Parce qu'ici, là, $1, avec $1, on a très peu d'euros. Donc, ici, ça va nous prendre beaucoup plus de dollars. Il faut que ça reste proportionnel. Ici, on a plus de dollars, mais ici aussi, il faut plus de dollars pour que l'égalité reste. Merci. Que l'égalité demeure. Merci. Ça va? Oui. Ça va. OK. Alors, est-ce qu'il y en a que vous aimeriez que je fasse, là? Ou d'autres questions? Ne vous gênez pas. C'est beau? OK. Alors, on a ici... ah oui, celui-là aussi, je l'aimais bien. Numéro 33. ça fait réfléchir. J'aime les numéros qui font... C'est pas nécessairement difficile, mais ça fait réfléchir. Alors, on nous donnait un nombre qui était 752 928. Et je vais vous mettre les réponses cette fois-ci. A, B, C, D. Excusez-moi, je pense qu'ils les mettent en majuscule. 752 et 1931. 752
919, 749. Et ça, là, ce que je vais dire ici, ça va pour plusieurs questions. Il est souvent possible d'éliminer les réponses données pour en garder des fois seulement qu'une même, la bonne, sans avoir fait beaucoup d'efforts, parce que des fois, les réponses ne sont pas logiques, alors on peut juste les éliminer. Alors ici, ce qu'on vous disait, c'est lequel de ces nombres n'est pas plus petit que. Alors, n'est pas plus petit que, ça veut dire est plus grand que. OK? Alors, on cherche un nombre plus grand que celui-ci. Alors, si on veut un nombre plus grand que celui-ci, on peut déjà éliminer ces deux-là. Parce qu'on a 749 000, alors qu'ici, c'est 752. Donc, ceux-là, il n'y en est pas question. Ensuite, le 752, on peut juste l'éliminer parce qu'ils sont tous équivalents. Ce qui nous reste à comparer, c'est ceci. Alors, qu'est-ce qui est plus grand que 928? Bien, c'est 931. Donc, la réponse était A. Voyez-vous, quand vous travaillez comme ça fait sauver beaucoup de temps parce que ça prend quelques petites secondes parce que logiquement, c'était facile d'éliminer parmi les choix de réponse, les réponses offertes. Okay? Et il y en a comme ça dans plusieurs des choix qu'on vous offre. Alors, prenez le temps des fois de regarder les réponses offertes parce que vous allez sauver du temps si vous faites cet exercice-là. C'est comme le numéro 45. Je vais passer au numéro 45, mais je reviendrai parce que celui-là aussi, je le trouvais intéressant. On vous dit, on vous donne la réponse x égale 12 et on vous demande laquelle des équations a pour solution celle 12, la solution. Et je vais vous mettre les choix qu'on vous donne pour qu'on les regarde ensemble. Alors, on a 3 fois x moins 17 égale à 19. 8 fois x plus 4 égale 12. On a 2 tiers x plus 3 est égal à moins 5. Et on a 7 tiers x moins 6 est égal à 22. Bien, si vous regardez, on fait juste regarder celle-ci. Ça, c'est la réponse qu'eux nous donnent. Bien, si on substitue le 12 à la place du x, alors 8 fois 12, c'est 96. Peu importe, 8 fois 12, on sait que c'est un gros nombre, même si vous ne trouvez pas 96. Un gros nombre, un grand nombre, plus 4, peut-il être égal à 12? Impossible. Donc, c'est certain que cette réponse-là n'a aucune logique. OK? Si je viens ici, 12. 12 moins 17. 12 moins 17, cette réponse-là, c'est certain qu'elle va être négative. Voyez-vous, vous avez plus de négatif que de positif. Donc, 12 moins 17, c'est une réponse négative fois 3. Un négatif fois 3, ça ne peut pas donner un positif. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, là, mais un positif multiplié par un positif, ça donne un positif. Un négatif multiplié par un négatif, ça donne un positif. Alors, quand ils sont pareils, ça donne un positif. Quand ils sont différents, ça donne un négatif. OK? Alors, multiplier un négatif par un positif, ça ne peut pas donner un positif. Quand ils n'ont pas le même signe, ça donne... Alors, c'est certain que ce n'est pas cette réponse-là. Je n'ai même pas fait de calcul. Hein? Ici, alors, si vous regardez comme il faut, encore là, j'ai 12. Je ne ferai pas le calcul. Là. 12 multiplié par un nombre qui est positif, ça va donner quelque chose de positif. Plus 3, ça ne pourra jamais donner 5. Moins 5, excusez. Ça ne peut pas donner un négatif parce que j'additionne juste des choses positives. Donc, c'est sûr que ce n'est pas ça la réponse. Donc, la bonne réponse est celle-ci. Okay? Je peux vous montrer comment vérifier par contre. Alors, je vais enlever ceci, excusez-moi. Okay, je vais me faire un petit peu de place. Alors, j'ai 7 tiers. À la place du x, je vais mettre le 12 que me donne. Moins 6 est égal à 22. Bien, en fait, ce que vous avez devant vous, c'est 7 fois 12 sur 3 fois 1, ce qui donne 84 sur 3. Et 84 sur 3,
Bien, ça, c'est une division, comme on disait au départ, ce qui donne 28, 24 divisé par 3, et 28 divisé par 6, ça donne vraiment 22. Donc, oui, c'était la bonne réponse. Mais je vous répète que ça, c'était juste un bonus en bon français, parce que vous n'aviez pas besoin de le vérifier. Logiquement, ça ne pouvait être que cette réponse-là. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Joanne, quelqu'un Oui. peut faire question 29. 29, on y va. Et j'encourage les autres personnes, si vous avez des questions sur le test d'essai que vous voulez que Joanne fait avec vous, ça c'est le moment. Ça me fait plaisir. Alors, on vous donne un parallélogramme. Alors, un parallélogramme, ça a deux côtés parallèles comme ceci et deux autres côtés parallèles comme ceci. OK? Et ce qui est très important dans le parallélogramme, c'est que la hauteur, bien, pas seulement dans le parallélogramme, en fait, dans n'importe quelle figure géométrique, la hauteur est toujours perpendiculaire à une base. Alors, perpendiculaire, c'est en faisant un angle de 90 degrés. Ça peut être comme ça peut être comme ça, c'est la même chose. Hein? Alors, si on considère ceci comme étant la base, bien, la hauteur, elle va être ici. Elle est là aussi. Vous savez, on peut la mettre n'importe où dans la figure, à la condition qu'elle parte de la base, qu'elle se rende au côté le plus haut et qu'elle forme un angle de 90 degrés. Dans ce problème-là, on vous donnait une mesure de 12 ici, 15 là et 11 ici. Mais des fois, il vous joue des tours un peu. Parce que la question 29, on vous disait quel est l'aire, on sépare le parallélogramme en deux triangles. Quel est l'aire de chacun des triangles? Ça a l'air d'une grosse question, mais pensez-y 2 minutes. Si on coupe le parallélogramme en deux triangles identiques, bien, dans le fond, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de trouver son aire et de diviser par 2. Que je fasse mon triangle comme ceci, comme cela, ça n'a aucune importance. Ça sera toujours la moitié, chacun des triangles occupera la moitié de la surface du parallélogramme. Alors, la formule, parce que vous le savez, sur le test, il y a, pour cette partie-ci, on vous donne une liste de formules. Alors, pour toutes les formes géométriques planes et les volumes aussi. Alors, excusez-moi, et les solides. Alors, si vous allez là, vous allez voir que l'aire du parallélogramme, c'est la base multipliée par sa hauteur. C'est la même formule que pour un rectangle. Parce que si, regardez bien, je vais vous montrer, si on coupait cette partie-là de notre parallélogramme et qu'on la déplaçait ici, ce qu'on obtiendrait, c'est un rectangle. Alors, c'est pour ça que c'est la même formule que pour le rectangle. Donc, la base, c'est 12. La hauteur, c'est 11, ce qui fait 132. Le 15 est une donnée superficielle, une donnée qu'on nous donne, dont on n'a pas besoin. Et ça arrive souvent en mathématiques, qu'on nous donne des nombres juste pour voir si on comprend vraiment. Alors, méfiez-vous. Ce n'est pas parce qu'il est là que vous devez automatiquement l'utiliser. OK? Alors, 132, c'est la surface complète de mon parallélogramme. Alors, si on coupe le parallélogramme en deux parties, en deux triangles identiques, eh bien, 132 divisé par 2, ça veut dire que chacun des triangles va avoir une surface qui mesure 132 divisé par 2, ça fait 66, excusez-moi. Ce qui donne 66, c'est l'aire de chacun de ces deux triangles-là. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Ça va? Est-ce que je vais en faire une autre? Excusez-moi. Oui, je suis avec vous, mais je n'ai pas bien compris ce point, surtout quand vous avez fait 12 fois 11. C'est d'où qu'on a ramené le 11? Je n'ai pas bien compris, je ne sais pas. OK. Excusez-moi, j'ai bien barbouillé. Je vais l'effacer. Il n'y a pas de problème, merci. OK. Alors, un parallélogramme, en principe, ça a à peu près cette forme-ci. C'est un peu difficile à faire parfaitement, là, mais ça devrait être vraiment parallèle.
Oui. La base, c'est ceci. Ça aussi, on pourrait considérer comme la base parce qu'elles ont vraiment la même mesure. Ces deux parties ont la même mesure. Alors ici, c'était 12. Et la hauteur est toujours perpendiculaire à la base. Alors, eux, ils vous avaient donné ici 15, mais 15 n'est pas la hauteur. La hauteur, pensez-y, si on vous demande de mesurer la hauteur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, vous ne prendrez pas de mesure comme ça. La mesure que vous allez prendre va être vraiment perpendiculaire au plancher pour avoir la bonne hauteur. Donc, 15 n'est pas la hauteur. La hauteur, ici, c'est 11 qu'on vous donne. Accroché les pointillés, souvent, ça nous montre que c'est la hauteur. Et donc, la hauteur, ils l'ont donné, c'est ça? Ils l'ont donné? Oui. Ils ont dit que... Ah, OK, oui. Ils l'ont donné. OK, moi, je peux compris. Okay, ah, c'est de là que vient mon 11. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon, ils l'ont donné. Okay. Excellent. OK. Madame, oui. J'ai une question. Allez-y. Pour, par exemple, numéro 21, quand il y en a une suite numérique, oui. Et on demande, c'est plus général, le 7e ou le 8e ou le 9e terme. Est-ce qu'il y a une façon plus simple que voir la différence entre les termes de la suite et ajouter ou soustraire? Est-ce qu'il y a une façon plus... Parce que j'ai peur qu'il me demande une fois le 12e ou le 14e terme. En fait, en principe, là, ce numéro-là, ils les ont choisis, vous savez, leur fraction. Parce que souvent, ce qu'on donne, c'est des fractions, puis les élèves sont obligés de mettre sur un dénominateur commun, ce qui est beaucoup plus de travail. Alors, eux, vraiment, oui, il y en a une façon de le faire, mais je ne crois pas ici que ça va être plus facile que ce qu'on a déjà. Alors, vraiment, ici, c'est d'observer qu'on divise toujours par 2. OK? Alors, 8 divisé par 2, ça va devenir 4. 4 divisé par 2, ça va devenir 2. 2 divisé par 2, ça va donner 1. Et rendu là, hein, si je fais 1 divisé par 2, bien 1 divisé par 2, c'est ça. Hein? J'ai fait 4 divisé par 2, ça m'a donné 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. 1 divisé par 2, ça donne 1/2. Mais sachez que 1 sur une fraction, peu importe la fraction, le 1 va toujours inverser cette fraction-là. Alors, 1 sur 4/5, ça donne 5/4. Je vais vous le prouver. Parce que 1 sur 4/5, comme je vous l'ai dit tantôt, ça veut dire 1 divisé par 4/5. Hein? C'est 1 divisé par ce qui est en dessous. Et quand on divise par des fractions, on change la division en multiplication et on inverse la fraction. Alors, 1 fois 5/4, ça va vraiment donner 5/4. Alors, ça, c'est toujours vrai. Quand vous avez 1 sur quelque chose, ça veut dire que vous pouvez inverser ce que vous avez. Alors ici, 1 sur 1/2, ça va tout simplement donner 2. OK, alors la façon la plus facile, c'est de continuer à diviser. Mais si vous regardez rendu là, c'est que ça va continuer à être... ça double à chaque fois. Parce que j'avais 1, je suis rendue à 2. Quel va être le prochain nombre? 2 divisé par... Oh, compliquez-vous pas la vie comme ça parce que rendu là, vous allez vous... Regardez, vous aviez 1/2. De 1/2, vous êtes passé à 1. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec 1/2 pour avoir 1? Vous l'avez multiplié. Vous l'avez doublé. Pour aller de 1 à 2, vous l'avez doublé. Donc, le prochain, ça va être quoi? 4, 6, 4. 8. Oui, ça va. 8, 16, 32. Alors, voyez-vous, eux, là, le but, là, c'est de vous faire réfléchir, mais pas vous rendre la vie difficile. Alors, c'est sûr qu'ils prennent un exemple qui est simple. OK. Une autre chose, le 1 sur 64, ça, c'est le premier terme, parce que je t'ai mélangé. Est-ce que ça, c'est 0 et ensuite, je commence c'est-à-dire, je commence de 0 ou de 1, le 9e terme ou le 8e terme, ça me mélange. Non, vous commencez, ça, c'est le premier terme, ça, c'est le deuxième, ça, c'est le troisième. OK. Alors, il faut vraiment tous les compter. Il n'y a pas de terme 0. J'ai toujours à mes élèves, c'est comme ta mère, elle ne peut pas dire qu'elle a eu 0 enfant, là, comme elle en a 1, elle en a 2. Hein?
C'est quelque chose, c'est tangible. Alors, le terme, il est là. Faut, zéro. En mathématiques, zéro, c'est quelque chose. J'ai toujours à mes élèves, tu ne peux pas me dire, si je te demande, hey, est-ce qu'il y a quelque chose, tu ne peux pas me dire zéro pour me dire qu'il n'y en a pas. Parce que zéro, c'est une réponse en mathématiques. Alors, il vaut mieux dire, ben, il n'y en a pas que dire zéro. Voyez-vous? C'est toujours délicat un peu. Oui, c'est vrai. Merci. Un plaisir. Est-ce qu'il y a un autre numéro que je devrais faire? Oui, moi, je ne sais pas c'est quel numéro, là où on parle du cube, là. Est-ce qu'on pourrait reprendre, s'il vous plaît, oui, le fameux cube? Le numéro 13. Alors, vous avez 5 cubes qui sont un à côté de l'autre, là. Ils sont collés. Excusez, ça, c'est... Ils ne seront pas très beaux, je regrette. Bon, alors j'ai 5 cubes. Et on nous dit que les dimensions du cube, évidemment, c'est toutes des dimensions identiques, là. Alors, c'est 9 par 9 par 9. Alors, 9 cm de façade, 9 cm de profondeur et 9 cm de hauteur. Bon, la dernière fois, je l'ai fait d'une façon, puis là, il y a quelqu'un qui dit, moi, je n'ai pas fait ça comme ça. OK, c'est correct, mais je peux vous le montrer d'une autre façon. Je ne sais pas si c'est là l'autre fois. C'est peut-être plus facile. Après coup, je réfléchissais à ce que cette personne-là m'avait dit, puis je me disais, peut-être que les gens vont mieux le voir. Moi, personnellement, je suis nulle en musique, puis je suis nulle en sport, mais les mathématiques, puis les 3 dimensions, je le vois très, très facilement. Et parce que je vois facilement les 3 dimensions, des fois, je me dis peut-être que je le présente d'une façon parce que moi, je le vois bien, mais peut-être les autres ne le voient pas bien. Alors, à cause de ça, je vais vous changer de la méthode de la dernière fois. Au quoi où vous comprendriez mieux celle-là. Si chacune, on appelle ça une arête, hein, la ligne qui joint 2 sommets, c'est une arête. Si une arête mesure 9 cm, ça veut dire que d'ici jusque-là, ça va mesurer 45 cm. Alors, c'est 9 cm, 9, 9, 9, 9. D'un bout à l'autre, ça mesure 45 cm. Ah, pour ceux qui ne savent pas, on cherche l'air. Excusez-moi de ne pas vous l'avoir dit. L'air, c'est la surface. En fait, je dis, c'est ce qui touche à l'air. OK? Alors, ça mesure 45. Ça mesure ici 9. Donc, ce rectangle-là va mesurer l'aire du rectangle, si vous permettez, l'aire d'un rectangle, ça va être 9 fois 45. En 9 fois 45, ça fait 45, 36, ça va faire 405. Et vous en avez combien de rectangles? Bien, il y en a 4, tout le tour de cette forme-là. Alors, on a 4 fois 405, ce qui va donner 820. Alors, 820 centimètres carrés. Centimètre par centimètre, ça fait des centimètres carrés. Alors, j'ai fait les 4 côtés. Il me reste les 2 extrémités. Alors, une des extrémités, ça va être 9 fois 9, 81. Hein, on multiplie la base par la hauteur. Alors, on en a 2. Donc, on doit additionner le 2 fois 81, c'est-à-dire le 162, ce qui va donner ici 982 cm². Mais j'ai fait une erreur. Attendez, j'ai fait une erreur. 45, 4 fois 5, 45. 5, 9, 820. Pourquoi j'ai fait une erreur? Il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon affaire. Ah! 404, 5, 36, 36, 40. C'est dans le calcul de 4. Oui, ah, c'est 4 fois 4. Oui, ouais, c'est là mon erreur. Voilà. Oui. OK, avec mes petits dessins mal faits, là. Bon, OK, on y va. Alors, ça fait 22, 16. Voilà, ça c'est mieux. Alors, ça va donner 2, 8, 7, 1. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Je disais toujours à mes élèves, il faut en faire des erreurs. C'est comme ça qu'on s'améliore. Mais après, il ne faut plus les faire, par exemple. Il faut les trouver. Ça va? Excusez-moi pour ça. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, madame, merci beaucoup. C'est clair, c'est très clair, madame. Merci beaucoup. C'est ça qu'il faut. Est-ce qu'il y en a une autre que je devrais faire en particulier? C'est beau? D'accord. Il y a juste quelque chose à réviser. Oui. Quand il nous demande
diagonale de la fenêtre. Vous savez la question qui dit, il y a une côté de la fenêtre, c'est... Oui, Pythagore, le théorème de Pythagore. Est-ce que toujours la règle que chaque côté au carré plus l'autre côté au carré est égal au diagonale au carré, c'est pour les triangles ou pour des triangles spécifiques? Oui, c'est pour les triangles rectangles. Et vous avez dit quelque chose, puis j'ai senti mon cœur se serrer. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un grand garçon qui va avoir 30 ans cet été, puis j'en ai discuté avec lui l'autre jour, puis il m'a dit la même chose que vous. J'ai dit, j'aime pas ta réponse. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans le théorème dont vous me parlez, c'est le théorème de Pythagore. A au carré plus B au carré est égal à C au carré, C étant l'hypoténuse, l'hypoténuse étant le plus grand des trois côtés, mais l'hypoténuse étant le côté qui fait face à l'angle droit. Donc, le C, c'est ce côté-là. Vous m'avez dit diagonale ou incliné ou quelque chose comme ça, là, excusez-moi, je ne me souviens pas. Mais le danger avec cette définition-là que vous en faites, c'est que si on vous donne un triangle qui est placé comme ceci, votre définition devient un petit peu moins claire, voyez-vous? Parce que l'hypoténuse dans ce triangle-là, pour vous, ben, comme pour mon fils, ça serait un côté incliné. Mais il n'est pas ici. L'hypoténuse n'est pas inclinée. L'hypoténuse est ce côté-ci, est en face de l'angle droit. Alors, je préfère que vous le trouviez comme ça. Ça évite les erreurs. Parce que le triangle peut être tourné. Alors, parce que malheureusement, on présente souvent le triangle rectangle sous cette forme-ci. Donc, oui, c'est le côté qui est comme incliné qui a l'air l'hypoténuse, mais c'est plutôt le côté qui fait face à l'angle droit. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends bien, mais ce formule n'est pas valable si c'est un triangle isocèle ou un triangle de trois côtés. Non, vous avez raison, ça fonctionne seulement avec les triangles rectangles et c'est un peu la raison pour laquelle les mathématiciens, à un moment donné, ont inventé la trigonométrie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais la trigonométrie, ça fonctionne avec tous les styles de triangles. Alors, ça l'apportait beaucoup plus que le théorème de Pythagore, qui reste quelque chose d'extraordinaire à tous les jours. Des millions de personnes sur la Terre utilisent le théorème de Pythagore. Mais la trigonométrie a beaucoup plus de pouvoir parce qu'il n'y a pas de limite au niveau de la catégorie de triangle avec laquelle on travaille. Mais on ne fait pas de trigonométrie en 9e année. Et dans le test que vous devez passer, on couvre seulement jusqu'à la 9e année. Alors, il n'y aura que de ce genre de triangle-là ici. OK? Heureusement. Non, c'est facile, la trigonométrie. Puis, il y a une question sur numéro 39. Je ne sais pas si... Est-ce que tu as fini avec celle-ci? Je ne sais pas. J'avais parlé des triplets de Pythagore la dernière fois. Je ne sais pas si je devrais reprendre cette explication. Non, je demandais juste si la formule c'est applicable pour tous les triangles. Non. Ça répond à votre question. Et vous connaissez les triplets de Pythagore? Oui, grâce à vous. Oui, grâce à vous, madame. Oui. 3, 4, 5. Et après, à chaque fois, oui. Tous les excellents. Merci. Contente. J'ai des bons élèves, madame. Ils ont appris. Oh, Joanne, répète-le parce qu'il y a certaines personnes comme Cathy qui n'étaient pas là avant. OK. C'est tellement chouette. Alors, on répète, le théorème de Pythagore fonctionne seulement avec des triangles rectangles. Alors, si je vous donnais, par exemple, un morceau de bois qui mesure 20 cm, excusez-moi, ce n'est pas réaliste, là, un qui mesure 25 cm et un qui mesure 37 cm, peut-être pas 37, on va dire 10 cm, probablement qu'avec ces mesures-là, je ne serais pas capable de faire un triangle rectangle. Ça veut dire que la mesure 10, 20 et 25, ce n'est pas un triplet de Pythagore. Alors, ce qu'on appelle les triplets de Pythagore, ce sont les nombres que si on les utilise dans le théorème, ça fait parfaitement un triangle rectangle. Alors, si vous prenez un bout de bois qui mesure 3 cm, un qui mesure 4 et un qui mesure 5, je vous garantis que si vous les placez sur une table, vous allez obtenir un beau triangle rectangle. Et tous les multiples de 3, 4, 5 vont former
des triangles rectangles. Alors, si je vous donne un bout de bois qui mesure 6, un qui mesure 8 avec un qui mesure 10, je vous garantis que si vous les placez parfaitement sur une table, comme ça, juste pour qu'ils se rejoignent bout à bout, vous allez obtenir un triangle rectangle. Alors, que vous multipliez ça par n'importe quel nombre, d'abord que vous le faites avec les 3, ça va toujours vous donner un triangle rectangle. Alors, on appelle ça les triplets de Pythagore. Il y en a d'autres, mais c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Excusez-moi, madame. Oui. J'ai une question là-dessus. Mais oui. si jamais j'ai, par exemple, j'ai le 3, mais j'ai le 8 et j'ai le 5. Non, ça ne va pas fonctionner. Ça fonctionne ensemble. C'est ceux-là, ceux-là ensemble. Si vous multipliez maintenant par 3, ça va donner ceci. Ceux-là fonctionnent ensemble. Vous ne pouvez pas les mélanger. Excellent. Merci beaucoup. OK, ça va. Excusez-moi, madame. J'ai pas bien allez-y. compris ce point parce que moi, je n'ai pas assisté la dernière fois quand vous avez expliqué ça. J'avais donc du mal à me connecter. Je n'ai pas bien compris c'est quoi la relation entre 4 et 3, 4 et 5. Je n'ai pas bien compris. En fait, le théorème de Pythagore fonctionne seulement qu'avec des triangles rectangles. Rectangle, c'est ça. Si vous avez un triangle qui n'est pas rectangle, Pythagore ne peut pas rien faire avec ça. Alors, il fallait absolument avoir un triangle rectangle. OK? Et par exemple, si vous prenez 3 morceaux de bois, un qui mesure 3 cm, un qui mesure 3 cm, un qui mesure 4 et un qui mesure 5, et que vous les placez de façon à ce qu'une extrémité, à la suite l'un de l'autre, vous allez obtenir, c'est garanti, vous allez obtenir un triangle rectangle. Mm-hmm. Et toutes les mesures qui sont des multiples de 3, 4, 5 forment aussi des triangles rectangles. Alors, si je vous donne un bout de bois qui mesure 30 cm, un qui mesure 40 cm et un qui mesure 50 cm, oui. Et je vous demande, est-ce que ça pourrait former un triangle rectangle? Votre réponse devrait être oui. Parce que 30, 40, 50, ce sont ces nombres-là multipliés. 3, 4 et 5. Mais 3, 4, 5, oui. Il y en a d'autres, mais celui avec lequel on travaille le plus souvent, c'est celui-là. Il y en a quelques-uns, mais avec les élèves, là, on ne travaille pas avec des 1000 non plus. Là, alors, vous savez. Fait que je pense bien que s'ils posent des questions là-dessus, ça devrait se limiter. 3, 4, 5, peut-être 6, 8, 10. Mais je ne pense pas qu'ils aillent vraiment plus haut que ça. Très bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. D'autres questions là-dessus? Non, ça va? Il y a aussi le numéro 38. Hein? Est-ce que 39. 39. 39. Bon, il me semblait qu'il y en avait une qui m'avait échappé. Alors, 39. Alors, le numéro 39. Bon, je ne l'ai pas. Alors, je ne sais pas, je ne les savais pas toutes prendre en note. Excusez-moi. Je vais aller la chercher. Ce ne sera pas très long. OK. Alors, le numéro 39. Ah oui, celle-là. Alors, ça, c'est le camion qui remplit un bac 296. Alors, 296. 296. OK. Comme vous voyez, ce n'est pas la première fois que je fais ça. Alors, et un camion verse 40 mètres cubes de sable dans le bac. Et on vous dit quelle quantité de sable faut-il de plus pour remplir complètement le bac. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le volume. Le volume, c'est ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Et comme je vous disais, sur la feuille de formule qui est disponible sur votre test, vous allez voir comme ça, c'est un solide, hein? C'est un prisme rectangulaire. Et pour trouver le volume, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur. Ou si vous aimez mieux, c'est la base multipliée par, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui est, ou ça peut être, en tout cas, ça fonctionne. Alors, l'aire de la base, c'est 9 fois 6. 9 fois 6, ça va vous donner tout le fond du carton. Alors, 9 fois 6 ou du bois. Et vous allez multiplier ça par la hauteur qui est 2. Alors, 9 fois 6, c'est la base,
multiplié par la hauteur, ce qui va vous donner ici, ça donne 50, ça donne 54, ça va donner 108. Alors, 108 mètres cubes, c'est la quantité que l'on peut mettre pour remplir cette forme-là. Et si le camion en a déjà mis 40, eh bien, on va faire 108 moins le 40, ce qui va vous donner ici 68 mètres cubes qui manquent pour avoir le total. Et faites attention parce que si vous regardez dans les choix de réponse, le 108, il est là. ça en fait, c'est un principe pour s'assurer que tout le monde a bien compris. Qui ne font pas des choix de réponse un peu à n'importe comment, là, ils mettent des réponses qui est possible d'être trouvées par les élèves dans les choix de réponse. Alors, le 108 est là, mais le problème n'est pas terminé parce qu'on vous demande quelle quantité de sable il faudrait de plus. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Aurélie dit merci parce que son micro ne fonctionne pas. Alors, elle dit merci dans le boîte. OK, c'est bon. Alors, il y en a une autre. Il y avait, oui, le numéro 38 que j'aime bien aussi. Alors, au numéro 38, on vous dit en partant qu'on a une grille qui a 10 cases par 10 cases. Alors, le fait de vous dire ça, ce que ça vous dit, en fait, c'est qu'au total, il y a 100 cases. Parce que pour savoir combien il y a de petites cases en tout, ben, on multiplie le nombre sur la longueur multiplié par la hauteur. Ça nous donne un total de 100 cases. Alors, si on garde ça en tête et que par la suite, on vous dit que Corey a, lui, 0,71 des cases. Alors, ça, c'est 71 centièmes. 71 centièmes, ça veut tout simplement dire 71 sur 100, ou si vous aimez mieux, 71 %, c'est toute la même chose, ça veut tout dire la même chose. Ça veut dire que sur les 100 cases, il en a 71. Donc, Corey a 71 cases. OK? Après ça, on vous dit que Nabil a 19 %. Alors, si on reprend la même logique qu'ici, 19 %, c'est 19 sur 100. Donc, des 100 cases, Nabil en a 19. Voyez-vous? Alors, on démystifie chacun des nombres comme ça. Sydney, OK? Alors, Sydney en a 2 sur 25. Alors, logiquement, regardez bien, si quand il y a 25 cases, il y en a 2, bien sur 100, combien en aura-t-il? Alors, si on a multiplié par 4 pour aller de 25 à 100, on va faire la même chose ici. 2 fois 4. C'est comme tantôt, vous savez, quand on simplifiait, il fallait toujours diviser par le même nombre au numérateur et au dénominateur. Là, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire, si on doit grossir, hein, on multiplie, au lieu de diviser, le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, on reste avec une fraction équivalente. Donc, 2 fois 4, 8. Donc, ici, Sydney a 8 des 100 cases. Alors, ça, c'est le total des cases que les 3 amis se partagent. Et on vous demandait combien en reste-t-il. Alors, combien en reste-t-il? Bien, on va faire cette somme-là. Ça, c'est les cases qu'eux ont. Alors, 71 plus 19, c'est 90, plus 8, c'est 98. Donc, il y a 98 cases qu'ils se partagent, eux. Combien reste-t-il de cases? Bien, au total, on en avait 100. Ça veut dire qu'il en reste 2, mais la réponse qu'on vous demandait, on vous la demandait en pourcentage. Alors, il reste 2 des 100 cases qu'on avait au total. Donc, 2 sur 100, c'est, excusez-moi, c'est 2 %. Est-ce que ça va? C'est beau? OK. Oh. OK. On n'a que
13 minutes qui nous restent. Alors. Ah, j'aimerais ça revenir sur la toute première question du test parce que celle-là, moi, je ne l'ai jamais expliquée, mais j'aimerais ça, si vous me permettez, que j'en parle. Elle m'a fait presque empêcher de dormir, presque. Ah, moi, je l'ai. Attendez, je l'ai à quelque part. Oh, mon Dieu, non, je ne l'ai pas. Eh, Seigneur, c'était quelque chose. Oh, attendez. Première question. La première question, c'était quelque chose 7000 divisé par 30 quelque chose, là. Dans la section 1. Oh, dans la section 1, je ne sais pas si je peux y aller, hein? Moi non plus, je ne l'ai pas. Mais parce que ça m'a chicoté comment vous l'expliquez pour que ce soit plus facile à comprendre. Est-ce que quelqu'un l'a? Parce que j'ai déjà passé sur la partie 2, alors ça ne me permet pas d'y aller. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la question 1? La première question 1, c'était une division de nombres décimaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a sous les yeux qui pourrait nous donner les nombres? S'il vous plaît? Non, personne là? Attends, je vais chercher vite. Si par hasard, c'est sur le Jamboard de Natacha. Je m'excuse. Bon, ça va. Question 1. Ah. Je me demande, je ne sais pas si c'est le même, mais je vais partager mon écran pour que tu puisses la voir. Et puis après, tu vas me dire si c'est le bon, OK? Oui, c'est ça. Je vais la prendre en note. 6905 divisé par 34. Et puis les réponses, juste une minute, ça ne sera pas là. 23,3. 23 reste 3. 23 reste 3. Et puis 203. 203, puis 203, comme ça, reste 3. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Voilà. Il faut que je vous raconte quelque chose. Des divisions de nombres comme ça, là, c'est quelque chose que très difficile. Surtout que vous n'avez pas le droit à votre calculatrice pour y répondre. Alors, ça peut être assez long pour arriver au bon résultat. Donc, il faut trouver une façon efficace de trouver la réponse sans trop travailler. Mais si vous ne faites que comme arrondir les nombres, juste comme dire, ben ça, là, c'est presque 7000 et puis ça, ici, c'est presque 35. Ou si vous n'aimez pas ces nombres-là, vous pouvez dire, ben ça, c'est 6000 puis ça, c'est à peu près 30. Alors, combien de fois 30 va dans 6000? Bien, 30 dans 60, il va y aller 2 fois. 30 dans 600, il va y aller 20 fois. Et 30 dans 6000, il va y aller 200 fois. Voyez-vous, à chaque fois que je me tasse, ça ajoute comme un 0. Ça veut dire que la réponse, ça ne peut pas être ni ça, ni ça. Voyez-vous, la réponse, c'est 200 quelque chose. Voyez-vous la logique qu'il y a derrière ça? Et si vous y pensez 2 secondes, en principe, au primaire, quand les élèves y répondent aux questions, ils travaillent avec un reste. Donc, ça devrait être la bonne réponse. Voyez-vous? Ça, c'est expliqué vite. Si vous n'êtes pas sûr entre celle-là ou celle-là, bien, ça ne se multiplie pas, là. Hein? 203 reste 3, oubliez ça. Mais vous pouvez prendre le 203,3 et le multiplier par le 34 pour vérifier si vous allez trouver cette réponse-là. C'est beaucoup plus facile multiplier que diviser. Alors, si on multiplie 4 fois 3, 12. 4 fois 3, 12 et 1, 13. Je mets ma retenue. 4 fois 0, ça fait 0 plus 1. 4 fois 2, ça fait 8. Quand je me tasse avec le prochain, on ajoute un 0 ici. 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 0, ça fait 0. Et 3 fois 2, ça fait 6. Alors, ça fait 2, ça fait 12, ça fait 11,
ça fait 9, ça fait 6. Et parce qu'il y a une décimale, il doit y avoir une décimale ici. Voyez-vous, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, la bonne réponse était celle-ci. Alors, moi, je vous encourage à ne pas diviser. C'est peut-être pas gentil, mais je me suis beaucoup posé la question comment faire pour pas que vous perdiez trop de temps à faire un calcul qui est vraiment compliqué. Un de mes collègues est arrivé une journée en classe, dans une classe de 12e année, des bons élèves. Il leur avait mis 2 nombres décimaux au tableau, puis il dit divisez-moi. Il y a très peu d'élèves qui est arrivé au résultat. Et c'était des très, très bons élèves qui faisaient des mathématiques à tous les jours. C'est un concept très difficile à comprendre. Alors, si je peux vous résumer, je vous encourage à changer les nombres pour des nombres qui sont faciles à imaginer pour trouver l'ordre de grandeur. Est-ce que la réponse est plus près de 23 ou de 203? Une fois que vous avez ça, bien, utilisez la réponse puis multipliez à la place. Ça change vraiment. Ça devient une question qui est beaucoup plus facile à résoudre. Bonne stratégie. Pardon? Une meilleure stratégie. Une très bonne stratégie, oui. Ah, ça m'a empêché de dormir. Fallait que je trouve quelque chose qui était plus facile. Nawal, je vois qu'on a une toute petite mathématicienne qui est derrière toi. Une petite mathématicienne? Oui, derrière Nawal. Oui, c'est Anna. Je fais attention à moi. Tu es par là, s'il te plaît. Hop. Oh, c'est difficile, hein? Oui, oh, avec les enfants, c'est pas évident. Oui, mais je comprends. Tu es chanceuse. Je suis chanceuse? Oui. Oh. Parce que, par exemple, si je disais, je vais te donner $1 milliard, si tu me la donnes, tu vas pas me dire absolument pas. Et tu es tellement un bon modèle pour eux. Montrer que maman peut travailler, peut étudier, c'est tellement bon. On est nombreuses, hein? On est nombreuses. Il y en a beaucoup. Ah oui? Oui, des mamans étudiantes. C'est bon. C'est excellent. Oui. C'est très bon. Oui. Il faut le dire à nos élèves aussi. J'ai des enfants à la maison, ça se peut que je sois fatiguée. Ils vont comprendre puis ils vont coopérer. Il faut leur dire. On a souffert avec les devoirs qu'on a fait en université, c'est vraiment une souffrance, mais Dieu merci, on s'est sortis quand même. J'ai une petite blague pour vous parce que moi, j'ai encore 3 enfants. Je me souviens, au mois de septembre, je m'en allais les reconduire chez la gardienne. Alors, eux, ils s'en allaient à l'école par la suite, puis moi aussi. Fait que là, mon fils, il dit, papa, il ne va pas à l'école. J'ai dit non, papa, c'est un illettré, mais c'était pas vrai. Oui, c'est ça. J'ai rectifié après, mais lui, il ne se comprenait pas. On allait tous à l'école, nous. Comment ça fait que papa n'allait pas à l'école? Oui, c'est ça. On n'a pas le choix, on doit s'accrocher, hein? C'est ça. On doit s'accrocher. Oui. Et voilà. Moi, mon histoire, c'est que j'ai passé beaucoup d'années en discutant avec les étudiants maîtres et j'ai raconté des histoires sur mon fils Noah quand il était petit. Alors, j'ai raconté des histoires et puis je leur dis un de ces jours, il va être dans une de vos classes. Alors, bonne chance, je disais. Mais j'en ai beaucoup d'histoires, mais je vais vous raconter. Ma deuxième fille était dans sa classe et puis le vendredi après-midi, je pense que c'était une 4e année, l'enseignant, il regardait travailler puis il avait mis ses pieds sur le pupitre puis lui se reposait pendant que tout le monde travaillait. Il y a un élève qui dit « Ben là, c'est pas juste, monsieur, là, nous autres, on travaille puis toi, tu fais rien. » Alors, ma fille qui dit « Mais oui, mais c'est qui tu penses qui l'a composé, cet exercice-là? C'est qui tu penses qui va le corriger? » Alors, prends pitié du prof. Voilà. Elle était bien entraînée. Bon, alors, est-ce qu'il y a une dernière question que je préfère là, pour vous? Là? Une toute dernière. Qui veut suggérer une question ou est-ce qu'on laisse à Joanne de choisir? Choisir une? Oui? Moi, je ne connais pas le numéro de cette question-là, mais une fois là, vous étiez en train de construire une fonction là, de résoudre le problème en construisant, je ne sais pas, la droite, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le numéro de la question. Mais ça, c'est la dernière fois? Oui. Mais la dernière fois, ça, c'est des questions que quelqu'un m'avait posées. Il n'y en a pas dans le test, des questions comme celle-là. Ah, OK. J'espère qu'on ne va pas donner parce que j'ai essayé de vraiment refaire à la maison et... Je ne penserai pas parce que ça devient assez particulier. C'est des fonctions affines. On en fait en 9e année, mais
On les refait même en 10e année. C'est pas évident. Je pense pas qu'on vous lance là-dedans. Là. On nous parle aussi de fonctions affines à variable partielle, à variation partielle. Partielle, oui. OK. Alors, une variation affine, ça veut dire que c'est une droite. Alors, admettons, vous avez un plan cartésien avec X et Y. Alors, ça, c'est une fonction affine. La fonction affine, elle peut monter, elle peut descendre aussi, mais ceci n'est pas une fonction affine. Dès qu'il y a une courbe, c'est plus une fonction affine. D'accord? Alors, vous m'avez dit une fonction affine directe. Directe, elle part de l'origine en montant. Ça, c'est direct. Partielle, c'est qu'elle va partir de plus haut. Oui. Alors, ça veut dire que l'équation d'une fonction affine ressemble à ceci. Le B, c'est là où ça commence. Alors, si je suis à 5, ici, ça serait plus 5. Et la pente, je vous en ai parlé l'autre jour, la pente, c'est quand on se déplace pour aller d'un point à l'autre, le chemin qu'on doit faire. Alors, si on monte ici de 1 et on tourne de 4, ça va être 1 sur 4. Ce que ça va changer ici par rapport à celle-là, c'est qu'il n'y aura pas de plus 5 parce que ici, la variation directe commence à 0. Ça veut dire que dans l'équation, ici, c'est un 0. Donc, si vous aimez mieux, il n'y en a pas. Il y a seulement que, comme la pente, ce qui pourrait être comme ceci, un 2 avec un X, mais il n'y aura pas de nombre qui s'additionne à côté parce qu'on commence à 0. C'est comme s'il y avait plus 0 à côté. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, c'est clair, madame. Merci beaucoup. Parfait. Parfait. Alors, juste un petit retour vite fait là, sur les lois des exposants, si jamais on vous en parle. Alors, pour travailler avec les exposants, il faut avoir la même base. Ça, c'est extrêmement important. Alors, par exemple, j'ai un 5, j'ai un autre 5, ils se multiplient. Mais ici, j'ai un exposant 6 et là, j'ai un exposant 7. Ça donne des nombres immenses. Alors, au lieu d'avoir une réponse qui est longue comme ça, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner les exposants, mais la base va rester la même. Alors, ça serait 5 exposant 13. Alors, le 5 ne sera pas multiplié. Alors, dans les lois des exposants, il faut avoir la même base et elle demeure au niveau de la réponse. La même chose quand on vous demande de diviser. Alors, si j'ai 7 exposants 9 qui se divisent par 7 exposants 3, bien, la réponse va être encore un 7. Mais 9 moins 3, ce qui va donner 6. Il n'y a aucune loi des exposants quand il y a une addition ou une soustraction. Alors, si on vous donne 2 exposants 3 plus 2 exposants 5, il n'y a aucune loi. Il faut faire le calcul au long, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 32. Et 32 plus 8, ça va donner 40. Il faut faire le calcul au long parce qu'il n'y a pas de loi quand il y a une addition ou une soustraction. Madame, excusez-moi. Oui. J'ai une question à propos des... quand il s'agit des exposants, mais des additions des exposants, mais avec des X, par exemple 2X. Ça ne change rien. Ah Voyez bon? aussi, ici, il y avait 6X et 7. On écrirait tout simplement 6X plus 7 parce que ça ne s'additionne pas des X et des 7. J'avais l'habitude de dire à mes élèves, c'est comme si tu avais 6 manteaux puis 7 chats. Alors, tu écrirais quoi? Ben, c'est 6 manteaux plus 7 chats. Ça s'additionne. Oui, mais ma question, c'était par rapport à l'addition. C'est le 2 exposant. Ah, ici? Oui, s'il y avait un X à côté. Est-ce que la puissance est importante? Est-ce qu'il devrait avoir la même puissance pour qu'on puisse les additionner ou pas? OK. Alors, là, je ne suis pas certaine, je vais inventer un numéro. Alors, si on avait 2x exposant 5 plus 4x exposant 3, quelque chose comme ça? Oui, c'est exactement ça. Si vous avez quelque chose comme ça, bien, pour pouvoir additionner, il faut que vous ayez la même base, alors c'est mieux la même variable, munie du même exposant. Alors ça ne s'additionne pas. Ça va rester comme ça. Okay. Mais par contre, si vous avez un 5, c'est comme si vous aviez 2 chapeaux noirs plus 4 chapeaux noirs, bien, ça donnerait 6 chapeaux noirs. Alors, c'est des
on additionne seulement ce qu'on appelle les coefficients, les nombres qui sont placés devant. Mais le x exposant 5 va rester x exposant 5. OK, merci beaucoup. C'est la même chose si on soustrait. Super, merci. Ça fait plaisir. Eh bien, nous sommes à temps maintenant. Oui, madame. Est-ce que je peux avoir juste 1 minute, s'il vous plaît? Oui. Moi, ça me dérange pas. Est-ce que je peux partager mon écran parce que j'ai un petit problème qui me fatigue un peu là. Non, c'est pas un problème, c'est juste choisir parmi d'autres, mais je trouve pas de formule. Comment calculer ça? Je pense que c'est un bon sens. Okay. Je sais pas trop. Est-ce que je peux partager? Moi, ça me dérange pas. Là, je peux Madame Lindy? Oh, bien sûr, vas-y. D'accord, merci. Je vais juste avoir votre permission avant de faire sharing. C'est gentil. Alors, madame, c'est cette question-là, je l'ai trouvée dans à l'OQRE, niveau 9e année. Oui. Je suis en train de m'exercer, mais là, je ne trouve pas. Ils disent Diane est à l'école. Oui. Elle part de l'école et court jusqu'au magasin pour s'abriter de la pluie. Oui. Diane attend que la pluie cesse. Oui. Puis, puis marche jusqu'à chez elle. Quel graphique représente le trajet de Diane? OK. Alors, en principe, vous avez juste une minute, je vais juste regarder la distance de la maison de Diane en fonction du temps. Alors, ça, c'est le temps et ça, c'est la distance entre Diane et sa maison. Entre Diane et sa maison. Alors, plus la ligne monte, ça veut dire que le temps passe et Diane s'éloigne de sa maison. C'est comme si cette ligne-là, c'était sa maison chez elle. Alors, elle s'éloigne de sa maison, elle va à l'école. Si c'est comme ça, c'est qu'elle est toujours le temps passe, mais elle est toujours à la même distance de sa maison. C'est-à-dire qu'elle reste dans l'école. Les heures passent, mais elle n'est pas plus loin de sa maison parce que la distance reste la même. Et si elle retourne à sa maison, elle va se rapprocher de sa maison de cette façon-ci. Alors, c'est parce qu'il ne faut pas voir ça comme étant monté, descend, pas du tout. Il faut regarder ce qui est écrit sur les axes. Ça, c'est le temps qui passe et ça, c'est la distance entre elle et sa maison. Donc, au départ, elle est chez elle, elle s'éloigne de sa maison, elle reste toujours à la même distance de sa maison. Si elle s'en va au magasin qui est encore plus loin, elle peut faire ça. Ça veut dire qu'elle s'éloigne davantage de sa maison. Alors, c'est ça qu'il faut que vous regardiez, c'est quoi l'histoire. Si elle retourne à la maison, bien, elle va retourner puis finir par toucher à ça parce que sa maison, elle est à ce niveau-ci. Quand elle est rendue là, c'est parce qu'elle est de retour dans sa maison. Est-ce que ça l'aide un peu? Oui, ça m'aide un peu. Donc, du coup, quelle réponse je vais choisir ici? Bien, je n'ai pas vu. J'aimerais bien ça les voir, les réponses. Je pourrais peut-être plus vous aider. J'avais juste vu la première. Oh, excusez-moi. You are sharing. Attendez, parce que... Est-ce que tu sais montrer les réponses? Oui, je faisais sharing. OK, je vais arrêter de faire sharing parce que ça m'a fait disparaître les choses. Ah, OK. Et puis tu fais de retour. Ouais, je vais faire demi-tour. Excusez-moi. Ça va. Elle était là. OK. Sharing encore. Si. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ça s'en vient. Okay. OK. Alors, Diane 16 puis marche jusqu'à CL. OK. Alors, elle part de l'école. Elle court. Ah, OK. Est-ce que vous pouvez le monter un petit peu, juste un petit peu, qu'on voit toutes les réponses? Oui, madame. S'il vous plaît. Voilà. OK. Encore un peu plus. Il doit y avoir 4 réponses. Je vois juste les 2 premières. Bon, d'accord. Alors, si vous regardez comme il faut, les 2 premières ne peuvent pas être les bonnes réponses. Parce qu'elle part de l'école. Elle ne part pas de chez elle. Elle part de l'école. Donc, au départ, elle est loin de chez elle. Donc, c'est soit le numéro C ou le numéro D.
Et ensuite, la différence entre le numéro C et le numéro D, c'est que au numéro D, elle va moins vite. Elle ralentit. Elle court au numéro C, mais elle ne court pas au numéro D. Parce que la troisième ligne dans le numéro C est plus inclinée au numéro C qu'au numéro D. Donc, c'est ce que vous devez regarder. Est-ce qu'on dit qu'elle court à la fin? Non, au départ, elle court et après la pluie ici. Après, maintenant, elle descend tout dessous. Bon, alors, si elle court au départ et qu'elle marche par la suite, la réponse est le numéro D. Parce que plus la ligne est inclinée, plus c'est vite. Plus la ligne est penchée, comme ça, plus c'est lent. OK. Je m'étais dit ça aussi un peu, mais merci beaucoup, madame. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Madame, merci, moi. J'arrête mes questions là, moi. Merci beaucoup. S'il vous plaît, vous pouvez partager le lien pour les exercices de OCRE, de OQRE? Oh, je les ai. Alors, si tu arrêtes de partager l'écran, oui, j'arrête. Et je vais très vite donner les tests de l'OQRE. C'est ici. C'est le test pratique de 9e année. Et c'est juste ici. De quelle année, madame? De quelle année? De 9e. Oui, je veux dire, donc la date, c'est pas l'année, c'est pas le 2019, 2020, c'est quoi? Oh, je ne sais pas. Ils donnent des tests pratiques juste comme ça. Il y en a plusieurs. Voilà. Et ils vont nous donner quelque chose sur le nouveau curriculum de 9e qu'ils ont changé la semaine dernière? Pense pas. Oui, ils l'ont changé la semaine dernière. Oui, mais les documents, ils ne doivent pas être prêts. Les documents en ligne ne doivent pas être prêts pour ça, sûrement. OK, j'espère. Vous aurez des questions sur les finances, mais ce n'est pas vraiment les questions sur les finances parce que c'est plutôt des questions mathématiques avec les dollars, avec les questions, c'est tout, quoi. Et je ne pense pas qu'ils vont te poser des questions sur le coding ou que sais-je. Alors, pour moi, je ne paniquerai pas à cet égard. D'accord, merci beaucoup, madame. Parce qu'il y a beaucoup de codage.